Bien, merci Jérémy. Merci Jérémy. Merci à vous d'être là. Alors le titre de la conférence, si je la réussis, vous le comprendrez à la fin. Ok? Donc juste pour vous dire pourquoi je suis là, en septembre, je reçois un mail de Jérémy qui me dit « Cher Jean, tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté de remplacer au pied levé Timothée Paré qui était trop cher pour notre association. Enfin bref, nous te proposons, donc c'est ce qui m'intéresse, le programme, d'intervenir sur le programme suivant. La croissance est-elle définitivement perdue? Faudra-t-il baisser le niveau de vie et de qui? Y a-t-il des solutions possibles? Et le cas échéant, merci de laisser une note d'espoir avant de partir. C'est ce que m'a dit à peu près texto Jérémy. Donc on va y aller, c'est le programme. Montrer que la croissance économique n'est plus possible. Ça, on va s'en occuper tout de suite. Ensuite, montrer que la réduction des inégalités n'est pas liée à la décroissance. Et là, on va peut-être doucher certaines bonnes intentions ou bonnes volontés. Et à la fin, consoler l'assistance parce qu'il n'est pas question, je vous laisse repartir comme ça. Alors on y va, il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres, qui n'aiment pas les tableurs Excel, là, et il y en a? Il y en a toujours un peu, ouais, c'est ça. Vous avez tort, c'est super rigolo. On peut se marrer avec des tableurs Excel. Regardez, là, vous prenez une cellule, vous lui écrivez 1850, il a dit pourquoi, c'est le début de la révolution industrielle, et vous lui attachez un indice 100. Sans quoi? Sans ce que vous voulez, sans quantité de marchandises produites, 100 000 francs hors de revenus distribués, ou 100 tonnes de déchets produits, parce qu'à partir du moment où on produit quelque chose, on fabrique des déchets. Vous mettez sans ce que vous voulez. C'est le début du grand cycle fou de la croissance. Et la croissance, on va la faire augmenter sur le tableur Excel de 2% par an. 2% parce que c'est à peu près ce qu'on a eu au niveau de la croissance mondiale depuis le début de la révolution industrielle. J'aurais pu mettre un petit peu plus, j'aurais pu mettre un petit peu moins. On ne va pas chipoter, on va se donner 2% de croissance. Donc on fait augmenter notre indice de 2% et vous voyez tous les ans, pendant 35 ans, il va augmenter de 2%. Et s'il y a des gens qui sont très bons en maths, des polytechniciens, ils connaissent la règle des 70. Eh bien oui, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur 70, mais si vous divisez 70 par un taux de croissance, vous obtenez le nombre d'années qu'il faut pour doubler une grandeur. La beauté des maths. C'est beau les maths quand même. Voilà. Alors vous voyez, on est à l'indice. Il me manque un petit bout de mon slide, tant pis. C'est un peu dommage quand même qu'il me manque un bout de mon truc, mais c'est pas grave. En 1885, on est à l'indice de 100. On était parti de 100, on a augmenté de 2% par an. On a l'indice de 100 au bout de 35 ans. Et 35 ans plus tard, en 1920, on était à 400, c'est normal. On a redoublé, et voilà. Et puis 35 ans plus tard, en 1955, on était à l'indice 800, c'est normal. Et puis donc après, vous avez deviné que c'est 1600. Et qu'ensuite, en 2025, nous voilà à l'indice 3200. 2, 4, 8, 16, 32, on a multiplié 5 fois par 2 la production de marchandises, 5 fois par 2 les revenus, 5 fois par 2 les déchets qu'on a fabriqués. Mais c'est pas ça qui est drôle dans ma feuille Excel. Ce qui est drôle, c'est de faire la somme de tout ça déjà. Si vous prenez tout ça, que vous faites la somme de tous ces indices, vous obtenez quelque chose qui est égal à 152 000. La première fois, j'ai recalculé, ça m'a paru bizarre parce qu'on a 175 ans, là, on a 5 fois 35, 175 ans qui ont passé. Je suis parti de l'indice 100. Si je suis bon en maths, 175 fois 100, ça fait 17 500. Mais là, je suis à 152 000. C'est normal parce que mon indice, il n'est pas resté à 100, il a augmenté. OK ? Eh bien, en augmentant, la somme de tout ce qu'on a produit, parce que la croissance, c'est ça, on produit chaque année la même chose, plus un petit rab. Okay. Donc, on a produit en tout, sur les 175 ans qui nous séparent du début de la révolution industrielle, quelque chose qui ressemble à 152 000 si on était parti de la valeur 100. Mais c'est pas ça qui est super drôle. Ce qui est super drôle, c'est que si on continue pendant 35 ans, on va évidemment encore doubler, arriver à l'indice 6400 puisqu'on était à 3200. Et si vous faites le total de tous les derniers indices, là, les 35 qui viennent, vous faites le total de toutes les quantités produites, de tous les revenus distribués et de tous les déchets balancés sur la planète dans les 35 ans qui viennent, eh bien ce total-là est égal à tout ce qu'on a balancé
dans la planète depuis le début de la révolution industrielle. Il y a même des gens qui disent depuis le début de l'humanité, parce qu'en réalité, jusqu'en 1850, les déchets qu'on a fait, c'était pas grand-chose. Les déchets qu'on a fait, enfin, c'était des choses qui étaient recyclées par les écosystèmes. On n'a pas fait de déchets inaltérables jusqu'en 1850. Le seul truc inaltérable qu'on a fait, c'était la muraille de Chine, les pyramides d'Égypte, et puis quelques châteaux en France ou ailleurs, au bord de la Loire ou je sais pas où, mais c'était des déchets plutôt sympathiques à récupérer. Mais nos ancêtres, jusqu'à la révolution industrielle, ne nous avaient pas laissé des déchets inaltérables comme ceux dont on va parler aujourd'hui. Donc, entre le moment d'aujourd'hui et celui où Benoît, qui est à l'âge d'être mon fils, aura mon âge, on aura balancé comme déchets supplémentaires ou on aura produit autant que ce qu'on a fait depuis le début de la révolution industrielle. C'est pas rien. Tout ce qu'on a fait depuis 170 ans, on s'apprête à le refaire en une génération, mais c'est pas ça qui est le plus drôle. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'après, on va continuer. Donc en 34 ans, on refait la même chose, et puis à la vitesse où vont les exponentielles, après, il nous suffira de 20 ans pour refaire la même destruction planétaire, la même prédation sur les ressources. Puis après, il nous faudra même plus que 14 ans. Voilà, donc ça veut dire qu'avant la fin du siècle, que connaîtra Benoît, moi je serai parti avant, eh bien avant la fin du siècle, on aura multiplié par 4 le niveau de prédation qu'on a réalisé jusqu'à présent sur la planète. Alors évidemment, il y a des gens qui s'y connaissent peut-être en économie et qui vont dire « Ok, d'accord, le modèle de Latreille, il est gentil, mais il est quand même très, très, très simplifié. J'ai oublié plein de variables. » Évidemment, on simplifie les modèles. C'est un modèle extrêmement simple. Il y a une variable que j'ai oubliée et que les économistes adorent, c'est le progrès technique. Le progrès technique, c'est génial parce que ça permet d'arriver à améliorer les choses. Par exemple, de produire en faisant moins de déchets. Peut-être qu'on a fait moins de déchets depuis 1850 chaque année. Ben non, en fait, on n'a pas fait moins de déchets. On n'a pas fait moins de déchets. Moi, on me demande d'apprendre à mes élèves que le système productif, c'est un système qui prélève des ressources et qui crée de la richesse. Qu'on appelle de la valeur ajoutée et qui fait du PIB, et le PIB est dans la somme de toutes les valeurs ajoutées. Donc voilà, on a un système qui fait de la richesse. D'accord, alors c'est très bien. Justement, il y a des économistes qui ont décidé de calculer combien on prélevait de matière par unité de richesse qu'on créait. C'est Arthur Keller, c'est certains qui connaissent parmi vous, qui m'a donné ce graphique. Il me l'a fait connaître. C'est un graphique qui est très intéressant, je l'ai mis dans mon dernier essai. Il vous donne l'intensité matérielle d'une unité de PIB. Une unité de PIB, quand il est en dollars, c'est $1. Pour générer $1 de richesse, on prélève plus d'1 kilo de matière. Pas rien, hein? C'est pas rien. Et le progrès technique, depuis 1970, alors on n'a pas ces chiffres-là depuis 1850, mais le progrès technique depuis 1970, il a peut-être fait baisser un petit peu l'empreinte matérielle. Vous voyez, on était plutôt à 1,6 kg de matériaux par unité de PIB. On est descendu vers 95 à 1,3 kg, puis après ça s'est remonté. Et en réalité, pour ce qui est de l'extraction par tête, c'est-à-dire par habitant, on a fait qu'augmenter, donc c'est pas vrai, on n'économise pas les déchets. À chaque fois qu'on produit, on fait du déchet, on fait tout le temps la même quantité de déchets. Donc véritablement, dans les 35 ans qui viennent, on fera autant de déchets qu'on en a fait depuis 175 ans. C'est tout, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors évidemment, si vous êtes très très critique et très économiste, vous allez chercher de quoi vous consoler, vous allez dire oui d'accord, là-dedans il y a quand même aussi beaucoup de gravats de chantier et de gros déchets qui pèsent lourd puisque j'ai pris la matière, voilà. Mais c'est quand même pas ça qui détruit le monde. C'est vrai, c'est pas ça qui détruit le monde. L'essentiel des déchets, comme dirait le Petit Prince, est invisible pour les yeux. Dans Le Petit Prince, c'est plus joli que quand je le dis en parlant de déchets. Ouais, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Les économistes, eux, ont caché les déchets de leur modèle. Ils les ont cachés. On me demande d'apprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, on prélève des ressources et puis on fait de la richesse. En réalité, la réalité du système productif, c'est on commence par détruire le monde et on finit par détruire le monde.
On détruit le monde en extrayant des ressources, en prélevant des ressources, et on détruit le monde en balançant des déchets qui finissent de détruire la planète. Et les déchets invisibles, vous les connaissez, ce sont les gaz à effet de serre, ce sont les microparticules de tous les métaux qui sont usés, qui sont dispersés dans notre environnement et qui ne se, évidemment qu'on ne voit pas. Alors pendant très longtemps, ces déchets, ils étaient même invisibles pour tout le monde parce que les écosystèmes sont débrouillés relativement bien. Hein, les gaz à effet de serre, on n'a pas attendu il y a 20 ans pour en émettre. En fait, c'est le fruit d'une accumulation. Dès 1850, dès qu'on a brûlé le charbon massivement, on est parti pour les émissions de particules et de gaz à effet de serre. Mais tout ça a été absorbé assez gentiment, tranquillement, par nos écosystèmes qui avaient de la place dans ce qu'on appelle les exutoires, hein, c'est comme ça que c'est nommé dans le rapport Meadows des limites à la croissance. Les exutoires se sont remplis, donc l'atmosphère s'est chargée de gaz à effet de serre, et puis les océans aussi, étaient un gros poumon. La planète, on parle tout le temps de la forêt, mais en réalité l'océan, c'est ce qui absorbe une très grosse partie de nos gaz à effet de serre, et donc les océans ont absorbé tout ça, et du coup c'est passé un peu inaperçu pour nous, cette évolution et cette augmentation exponentielle des ressources. Voilà, donc pour ma première partie d'économie, c'est réglé, hein, il n'y aura plus de croissance possible, on ne peut pas aller plus loin que ça. En réalité, on a affaire à une croissance qui va se détruire d'elle-même. Les spécialistes de la pensée systémique parlent de boucle de rétroaction négative, c'est quand un phénomène génère quelque chose qui le détruit en retour. Un phénomène crée les conditions de sa propre destruction. C'est ce que fait la croissance économique. Matériellement parlant, attention, pas économiquement parlant, on va le voir tout à l'heure. Mais matériellement parlant, la croissance économique, en s'accélérant, elle détruit ses propres conditions d'existence parce qu'elle épuise les ressources et elle épuise les conditions d'habitabilité de la planète. OK. Et du coup, ça provoquera forcément, et c'est en train peu à peu de provoquer un ralentissement de la croissance économique. La croissance n'est pas infinie. Une croissance infinie dans un monde fini, c'est quelque chose de proprement impossible. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et si j'ai fait allusion tout à l'heure à Timothée Parikh, c'est parce que ceux qui s'intéressent à la décroissance vont chercher les écrits chez les économistes de la décroissance, et lui, il est extrêmement connu, et c'est une très bonne chose, et je suis ravi que son livre ait énormément de succès, puisque la décroissance devient maintenant un sujet qui est à l'agenda des politiques, comme on dit en sciences politiques, c'est-à-dire que tous les élus se sentent tenus de se prononcer par rapport à la décroissance, et ça c'est très bien, c'est nouveau. Hein, quand j'étais jeune, la décroissance n'était même pas un sujet. Ça l'est devenu, et en particulier parce qu'on a des gens comme Timothée Parikh, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a donc écrit Ralentir ou périr, et qui est le résultat de sa thèse sur la décroissance. Donc, sauf qu'il y a quelque chose qui me gêne dans ce qu'il dit, et par rapport auquel j'aimerais me situer là ce soir devant vous, c'est le fait qu'il associe systématiquement la décroissance à la réduction des inégalités. Et là, j'ai un souci avec ça, parce que je ne suis pas convaincu qu'il existe des mécanismes économiques, en fait je n'en connais pas, moi, des mécanismes économiques, d'accord, qui permettraient en décroissant de réduire les inégalités. Je voudrais vous parler de ça, et sans doute qu'on en discute même après, hein, si ça vous interpelle un petit peu, et si ça vous intéresse, ce que j'espère. Alors on y va, peut-on décroître en réduisant les inégalités? Et avant qu'on voit ça, il va quand même falloir se poser la question de comment on fait pour croître en réduisant les inégalités. Est-ce que c'était possible de croître en réduisant les inégalités? La réponse, c'est oui. On peut faire de la croissance en réduisant les inégalités, on l'a déjà fait. Mais la croissance, elle est naturellement inégalitaire. Elle génère un système d'inégalité. Donc on va voir ça. Elle n'est pas fatalement inégalitaire, mais elle est inégalitaire. La croissance inégalitaire, c'est celle qui suit la logique du libéralisme ou du néolibéralisme, si vous voulez, on expliquera la différence après. Elle met en place un capitalisme concurrentiel, et ces mécanismes-là sont générateurs d'inégalités, je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Mais il y a aussi une croissance égalitaire possible qui répond à ce qu'on appelle en économie une logique keynésienne de redistribution et de régulation du capitalisme.
Alors voyons ces deux formes de croissance et quel impact elles ont sur les inégalités. La croissance inégalitaire, donc celle liée au libéralisme et au mécanisme concurrentiel, elle s'appuie sur la liberté d'enrichissement et sur deux mécanismes importants qu'il faut qu'on note parce que c'est en comprenant comment ça se passe en croissant qu'on comprendra comment ça se passe en décroissant. C'est mon but, c'est de vous expliquer après la décroissance qui nous attend. Donc pour la croissance, l'accumulation des taux d'intérêt et des taux d'intérêt composés, c'est le mécanisme qui permet d'enrichir toujours les plus riches. Et symétriquement à ça, la spirale de l'endettement, c'est le mécanisme qui fait que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Alors, vous prenez des revenus, vous augmentez les revenus. Les gens, grâce à leurs revenus en augmentation, vont pouvoir épargner. En épargnant, ils vont pouvoir augmenter leur patrimoine. C'est un truc que tout le monde comprend. Enfin, j'espère. Mes élèves en seconde comprennent ça. Vous me dites si vous ne comprenez pas. Mais normalement, ça va. Des revenus, je mets de côté, je me fais du patrimoine. Et ces patrimoines, en retour, vont générer des revenus qui sont soit des intérêts, soit des loyers, soit des dividendes. Ce qu'on appelle des revenus de la propriété. Et ça va augmenter mes revenus. Et là, vous voyez qu'on est dans une boucle de rétroaction positive, on l'appelle comme ça, parce qu'elle crée les conditions de son propre renforcement. D'accord, donc économiquement, la croissance, c'est une boucle de rétroaction négative, matériellement parlant, elle s'autodétruit matériellement parlant, mais en termes de revenus, elle se nourrit d'elle-même. Elle se nourrit d'elle-même et elle va croissant. Okay. Ça, c'est donc quelque chose qui est tout à fait générateur d'inégalités, puisque les riches deviennent de plus en plus riches, on ne prête qu'aux riches, donc c'est eux qui empruntent et qui font des taux d'intérêt et qui placent leurs taux d'intérêt pour devenir de plus en plus riches, pendant que les pauvres, eux n'ayant pas d'argent, empruntent. En empruntant, ils doivent payer des taux d'intérêt qu'ils ne peuvent pas payer, puisqu'ils sont pauvres, et donc ils empruntent encore plus, et c'est ce qu'on appelle la spirale du surendettement. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, pendant que les riches deviennent de plus en plus riches. La croissance, si on la laisse faire, elle fonctionne comme ça. Ça, ce sont des mécanismes économiques sur lesquels il n'y a pas de discussion. On n'est pas dans l'idéologie, on est dans le constat de ce que permet la croissance si on ne la régule pas. Alors, il y a des gens qui se sont dit on pourrait améliorer le système, en particulier un génie économique du XXe siècle, John Maynard Keynes. Lui, il s'était dit on pourrait tout à fait redistribuer tout ça. Et puis on peut même associer à la redistribution des revenus des politiques du style politique d'égalité des chances pour donner à chacun la possibilité de ne pas continuer à être pauvre comme ses parents et de rentrer dans le cycle de l'enrichissement. Donc à partir de là, si les revenus croissent, on n'a qu'à les redistribuer. Une fois qu'on les a redistribués, on a égalisé un petit peu les situations par rapport à avant. En égalisant les situations, il y a deux choses sympathiques qui se passent. D'abord, il y a plus de cohésion sociale dans la société, c'est-à-dire que les gens se sentent un peu plus proches les uns des autres. On a réduit les inégalités, c'est sympa la croissance égalitaire. Socialement, c'est quelque chose qui soude un petit peu une société. Et puis on a ce qu'on appelle les multiplicateurs keynésiens qui jouent, c'est-à-dire que quand vous prenez l'argent aux riches, il se trouve que les riches ont beaucoup plus d'argent que ce qu'ils peuvent consommer. Leurs besoins sont sont d'abord tous satisfaits et tout ce qu'ils gagnent en plus, c'est en trop. Donc à partir de ce moment-là, ce que vous avez pris aux riches, vous l'avez pris à des gens c'était des revenus qui n'étaient pas consommés. Vous le donnez à des pauvres qui, eux, sont pauvres par définition, ça veut dire qu'ils n'ont pas satisfait encore tous leurs besoins. Et donc cet argent que vous allez leur donner, ils vont le consommer. En le consommant, ils vont le remettre dans le circuit, ça va faire travailler les entreprises, ça va générer des revenus supplémentaires, les revenus c'est du PIB, et par conséquent, ça va générer à nouveau la croissance du revenu que vous allez pouvoir redistribuer, etc. Donc ça, on sait faire. On l'a fait. On l'a fait, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. On est véritablement rentré dans un cercle vertueux de la croissance égalitaire. Ça s'est bien calmé à partir des années 1980, quand le libéralisme et le néolibéralisme sont revenus. Mais franchement, il faudrait être malhonnête pour dire qu'actuellement, notre croissance, en France par exemple, est totalement inégalitaire. C'est pas vrai. Elle n'est pas totalement inégalitaire. Elle l'est parce qu'elle porte en elle des mécanismes inégalitaires. Mais elle est quand même égalitaire dans le sens où il y a une redistribution qui fait quand même sacrément bien son travail. Je n'ai pas le temps de le voir avec vous.
Mais globalement, vous prenez les déciles de revenus, avant, après redistribution, il n'y a pas photo. On réduit énormément les écarts entre les plus riches et les plus pauvres dans nos sociétés actuellement. Voilà, donc la croissance actuelle, elle est un mixte, hein, qui est le fruit d'un rapport de force, en fait, hein, et d'un rapport politique entre ceux qui voulaient qu'il y ait de la redistribution, puis ceux qui ont dit « ouais, mais attendez, ça commence à bien faire la redistribution, il faut la calmer un petit peu ». Et on est dans une société voilà, qui croit par des mécanismes fondamentaux de façon inégalitaire, mais par la volonté politique des sociétés en réduisant les inégalités. Et d'ailleurs, il y a des économistes keynésiens, il y en a un qui s'appelle Joseph Stiglitz, un prix Nobel américain, qui dit que, en fait, et il a passé toute sa carrière à essayer de montrer que si on redistribuait plus, on pourrait avoir plus de croissance. Hein, lui, son grand regret en tant qu'Américain, parce qu'il n'est pas écolo pour le coup, hein, mais il aime la richesse, c'est qu'on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux si on redistribuait. Ça, c'est une idée qu'il faut bien avoir en tête pour après comprendre les impacts de la décroissance. On pourrait faire mieux en redistribuant. Ben oui, on pourrait faire mieux. Et puis, c'est vrai que la croissance égalitaire, elle est quand même donc peut-être plus efficace en termes de croissance. Hein, si on insistait un petit peu, on aurait une croissance bien plus forte que ce qu'on a actuellement. Et puis c'est plus moral quand même de croître en faisant une politique égalitaire qu'en faisant une politique inégalitaire. Ok, d'accord, j'espère que vous êtes convaincus que c'est bien de faire la croissance égalitaire, mais j'espère que vous avez compris que ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on ne peut pas faire de croissance, même égalitaire. C'est game over là, hein, c'est fini. On ne peut pas. On ne va pas doubler le niveau de déchets, de prédation et destruction de la planète qu'on a fait depuis 1850. On ne va pas le doubler dans les 35 ans qui viennent. En fait, si vous me demandez, je pense qu'on va le faire. Mais il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas le faire. Okay, donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire de la décroissance. Okay. Alors, la décroissance, là, j'aimerais avoir un petit mot pour dire que la décroissance n'est pas un choix. Je pense que ça n'est pas un choix. Là aussi, je suis en décalage avec Timothée Parix. Ce qu'on vous raconte sur la décroissance subie, la décroissance choisie, et quoi qu'en dise Jean-Marc Jancovici, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y a d'un côté la récession qui serait une décroissance subie et la sobriété qui serait une décroissance qu'on choisirait. Pourquoi? Je pense qu'on ne va pas choisir la décroissance parce qu'on n'a pas choisi la croissance. On n'a pas choisi tout ça. Il y a des rapports de force qui se sont créés, il y a des mécanismes qui se sont créés. On va en reparler. Les taux d'intérêt, ils sont apparus comme ça, ils sont développés, je vous en dirai un mot tout à l'heure, pour telle et telle raison. Et tout ça n'a pas été particulièrement choisi. Donc si on n'a pas particulièrement choisi la croissance telle qu'elle est maintenant, un peu inégalitaire et un peu égalitaire, il y a des chances qu'on ne choisisse pas non plus la décroissance. N'empêche que ça ne va pas nous empêcher de réfléchir à la question, peut-on décroître en réduisant les inégalités? Okay. Alors pour ça, il y a deux scénarios pour la décroissance. Il y a la décroissance que j'appelle égalitaire, mais attention, la décroissance égalitaire, c'est la décroissance juste, c'est-à-dire si elle est juste, elle va plus toucher les riches que les pauvres. C'est pour ça que je l'appelle égalitaire, parce qu'elle va vers l'égalité, d'accord? Mais elle ne touche pas tout le monde pareil. Faites attention, hein, il peut y avoir une confusion. Égalitaire, ça pourrait dire ça touche tout le monde pareil. Non, non, égalitaire, ça touche les riches, hein, et on prend aux riches pour donner aux pauvres. C'est ça que j'appelle la décroissance égalitaire. Et puis, il y a éventuellement, et vous allez voir que c'est très intéressant, il faut réfléchir aussi à toutes les possibilités, à tous les scénarios possibles, la décroissance inégalitaire, celle qui est injuste. Pourquoi? Parce qu'elle toucherait absolument tout le monde de la même façon. Et celle-là, il faudrait voir, et je vais vous montrer quels sont les mécanismes économiques qui peuvent y être associés. Alors, on y va. La décroissance juste, quels seraient ces mécanismes fondamentaux? Je vous ai dit que dans les mécanismes naturels de la croissance inégalitaire, il y a les taux d'intérêt. Je pense, en tant j'allais dire qu'économie, c'est un peu prétentieux, je suis juste un prof d'économie, mais enfin, si on regarde les choses économiquement parlant, si on veut supprimer les inégalités, il faut supprimer le mécanisme essentiel qui crée des inégalités. C'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, on aura le temps d'en reparler, mais il a été créé à une époque où l'argent était rare et il fallait être sûr que les gens allaient le rendre. Maintenant, l'argent, il ne coûte rien à produire. On n'est pas obligé de s'assurer que les gens vont le rendre. Il y a plein de pistes à creuser pour supprimer les taux d'intérêt, mais ça serait une révolution
incroyable de décider qu'on rentre dans un monde dans lequel il y a plus de taux d'intérêt. Puis il faut supprimer un autre mécanisme auquel les gens tiennent beaucoup, c'est l'héritage. Et lui, il est un mécanisme générateur d'inégalités, évidemment, puisque les enfants de riches partent déjà très bien dans la vie et ils ont eu beaucoup de longueur d'avance sur les autres. Et les enfants de pauvres ne peuvent jamais se lancer dans le cycle vertueux de la croissance accumulatrice parce qu'ils n'ont pas les bases de départ, ils n'ont pas le patrimoine de départ. Donc, ça fait des conditions un peu lourdes de rentrer dans cette décroissance-là. Quand je dis qu'on ne la choisit pas facilement, la décroissance, si on veut rentrer dedans, il faut déjà trouver un parti politique qui est pour la suppression des taux d'intérêt et de l'héritage. Et puis, il faut trouver des électeurs pour avoir envie de voter pour ces gens-là. Donc, la réduction des inégalités par le haut, on va prendre aux riches, et qu'est-ce qui va se passer? On va redistribuer ce qu'ont les riches. Et là, alors si on réfléchit à ce que ça donne, moi ça me pose plein de questions, parce que je ne crois pas que les riches aient accumulé un trésor de guerre qui soit tellement important que si on le partage avec les pauvres, tout va bien se passer. Je pense que si on veut donner aux pauvres, ça ne va pas être dans le trésor de guerre des riches que ça va se trouver, ça va être dans les ressources qu'on n'a pas encore prélevées, et donc ça va être en faisant plus de prédation et plus de croissance matérielle. Les riches ont plein d'argent, mais cet argent-là, ça ne se mange pas en salade, cet argent, c'est de la richesse virtuelle. Si vous confisquez les entreprises de Bernard Arnault, vous récupérez quoi? Vous récupérez quelques bâtiments, quelques moyens de production, mais la richesse, ce que ça vaut en euros, c'est pas ça que vous allez récupérer à partir du moment où vous confisquez une entreprise, les actionnaires se barrent, les cours des actions s'effondrent et il n'y a plus de richesse. La richesse en monétaire d'une entreprise, la richesse financière incarnée et que possèdent les milliardaires, elle est virtuelle. À partir du moment où cet argent est confisqué, il disparaît, tout ce qui faisait sa valeur disparaît, et il ne reste plus, je sais pas, vous confisquez Google, vous récupérez un immeuble quelque part, je sais pas où, aux États-Unis, avec les ordinateurs qu'il y a dedans, mais Google vaut beaucoup parce que les actionnaires attribuent beaucoup de valeur aux actions de Google, mais vous voyez que c'est pas cette richesse matérielle-là dont les pauvres ont besoin pour vivre. Ils ont besoin d'une vraie richesse matérielle. Et je répète, ça m'agace quand on dit que les riches ont plein de trucs et qu'on va leur prendre ce qu'ils ont parce qu'ils ont confisqué un trésor de guerre qu'on va donner aux pauvres. C'est pas comme ça économiquement tout à fait que ça se passe, à mon avis. Donc redistribution de quoi? On va redistribuer les yachts, les jets privés, et puis les sièges sociaux des grandes entreprises et des unités de production. Je suis pas sûr que ça fera vivre. Alors attention, ça arrive. Je suis pas sûr que ça fera vivre décemment et correctement tous les gens qui en ont besoin. Sur cette pyramide-là, vous voyez qu'il y a en dessous de 10 000 $ de revenus annuels, donc je pense que presque personne n'est concerné ici, en dessous de 10 000 $ de revenus annuels, il y a 3,5 milliards de personnes et ce sont que des adultes. Vous pouvez leur ajouter leurs enfants, vous arrivez largement à 5 milliards de personnes. Et vous avez au-dessus 2 milliards de personnes, sauf que quand on parle de prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est toujours des classes moyennes qui en parlent en disant qu'il faut prendre aux très riches pour donner aux pauvres. Pas nous, on est riches, bien sûr, parce qu'on est plus riches que les pauvres, mais enfin, on n'est quand même pas tellement si riches que ça. Finalement, c'est pas tous les jours marrants. Et puis là, on est déjà le 16 du mois. Il y en a pour qui ça commence à tirer un peu. On a beau être moyennement riche, c'est pas forcément facile. Et donc l'idée de dire qu'on va prendre aux riches pour donner aux pauvres, je suis pas sûr que, en termes de ressources, il y ait ce qu'il faut. Parce que je crois pas qu'il y ait de trésor de guerre. Il y a une richesse financière accumulée par des riches, et cette richesse, elle est proprement virtuelle. Bon, enfin bref, on entre dans la décroissance parce qu'on a pris aux riches. Allez, imaginons, on a pris aux riches, et du coup maintenant on va donner aux pauvres pour qu'ils soient plus riches. Donc on va réduire les inégalités par le bas, on va faire monter les gens d'en bas. Ok ? Imaginons qu'il y avait un trésor de guerre, on l'a pris, on l'a redistribué. Mais on fait quoi quand on fait de la décroissance juste? On fait quoi? On fait de la croissance. Ben oui, il n'y a pas de mystère. Si vous donnez aux 5 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas de quoi satisfaire leurs besoins, assez de ressources matérielles que vous prendrez je ne sais pas où, un peu chez les riches et puis un peu partout dans le reste des mines où on n'est pas encore allé piocher et dans les forêts pour faire des meubles Ikea supplémentaires pour les pauvres qui ne sont pas encore équipés en cuisine moderne, eh bien, vous allez faire de la croissance.
Voilà, c'est tout. Moi, économiquement, je ne connais pas d'autre façon, si on enrichit les pauvres, je ne connais pas d'autres conséquences économiques que le fait qu'on va faire de la croissance et on a dit que c'est game over, on a dit que c'est fini, qu'il ne faut pas le faire, que la planète ne supportera pas ça. Voilà, ça, là, on est là, tout de suite, là, ça plombe l'ambiance, hein, parce que franchement, ouais, la décroissance juste, ça sonne bien. Et dans la définition de Timothée Paric, c'est dans la définition même de la décroissance. La décroissance, c'est la réduction de la production et de la consommation par la justice sociale et la redistribution, enfin un truc comme ça, par le biais de la justice sociale et la réduction des inégalités. Okay. Alors, moi, je vous propose de réfléchir quand même à une décroissance injuste. Une décroissance injuste qui serait inégalitaire, c'est-à-dire la décroissance qui toucherait tout le monde. Allez, on y va, et peut-être que si d'ailleurs on ne choisit pas la décroissance, c'est elle qui va s'imposer à nous tous en même temps. Ok ? Alors là, il y a des trucs sympas, il y a des trucs pas sympas. Hein, si on regarde bien les conséquences économiques. Donc là, le mécanisme général, c'est la baisse généralisée des revenus de tout le monde. Et la décroissance inégalitaire des revenus, ça serait quand même les classes moyennes d'abord, pour une raison simple, c'est que eux, il y a de l'argent à prendre chez eux, et on peut facilement les choper parce que c'est les classes moyennes et qu'ils n'arrivent pas à faire de l'exil fiscal, ils sont trop cons pour partir en Belgique ou aux îles Caïmans. Donc, et puis il y en a même, c'est des fonctionnaires comme moi, donc ceux-là, c'est hyper facile à taxer, et on peut prendre à eux. Donc, voilà, on va prendre à tout le monde. C'est vrai que les classes moyennes vont bien morfler. Là, il y avait 1,5 milliard, je crois, en bleu, les gens qui avaient entre 1000 et 100 000, entre 10 000 et 100 000 hein, par an, hein, si vous avez bien remarqué. Donc ceux-là, ouais, ceux-là, on va les mettre à contribution, mais on va prendre tout le monde. On va prendre aux riches, on va prendre aux classes moyennes, et puis aux pauvres, s'il y a quelque chose, on prendra aussi. On prend tout le monde, cette décroissance, elle est injuste, elle est abominable. Et elle est abominable, donc elle va créer des contestations politiques. Ok, ça c'est évident. Hein, et là, ça va faire mal électoralement parlant. Ça va avoir pourtant une conséquence que je trouve remarquable, c'est que si on appauvrit tout le monde, les riches coulent avec le bateau. Les riches s'enrichissent actuellement de la consommation des masses, des classes moyennes, de nous tous. Il y a, et ça c'est Joseph Stiglitz qui le dit, un effet de ruissellement. Les libéraux au 19e siècle avaient inventé l'idée que quand il y a beaucoup de riches, ça ruisselle sur les pauvres. Et Stiglitz, il dit non, là, le ruissellement, il se fait par le bas hein, depuis longtemps. Hein, c'est les riches qui aspirent l'argent des pauvres en mettant en place des systèmes de consommation de masse qui fait qu'on veut tous avoir le dernier téléphone portable, les derniers machins, les trucs, et on est tous des fashion victimes, et on est tous absorbés par ce système marchand, et on en est tous les pigeons, et les riches s'enrichissent sur nos dos. Mais si on arrête de s'enrichir tous, si on rentre dans une décroissance qui touche tout le monde de façon inégalitaire et aveuglément, et bien si tout le monde réduit d'un tiers ou de moitié, dans l'idéal il faudrait 80% si on supprime tous les fossiles, mais enfin bon, j'ose pas aller jusque-là. Si on réduit beaucoup la consommation de tout le monde, les riches vont couler avec. Hein. Les riches ne s'enrichissent que sur la dépense croissante des classes moyennes. Donc, ça serait un moyen, finalement, et ça c'est la bonne nouvelle, d'appauvrir les riches. Je leur dis, ben, c'est terminé, il n'y a plus de clients. On est entré dans la décroissance injuste, généralisée. Tout le monde a arrêté. Hein, tout le monde se passe de ce qui ne sert à rien. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tout le monde va s'appauvrir, même les riches, il y aura dans la société un mouvement de recherche des mécanismes de croissance énorme, parce que les riches vont dire comment on peut sauver le truc, les classes moyennes qui perdent tout, disent comment on peut sauver les trucs, et on va avoir une espèce de mouvement de panique de tout le monde disant mais non, on ne peut pas entrer dans ce mécanisme de décroissance là, il faut sauver le truc. Et bien si vous regardez bien ce qu'il y a là au milieu, ça ressemble un petit peu à un électorat trumpiste et qui voudrait absolument pouvoir sauver les conditions de la croissance de sa richesse tout en contestant et en critiquant ces écolos qui veulent nous faire notre perte et nous amener à l'appauvrissement généralisé. Résumé, la décroissance juste, hein, elle a plus de chances de stimuler la croissance que d'enclencher un cycle de décroissance vertueuse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sauf à une condition. Et ça, il faut quand même y réfléchir, et c'est là que j'ai compris, en fait, ce que voulait dire Timothée Paric. Timothée Paric, quand il parle de décroissance, il dit la décroissance, on va pouvoir y arriver à une condition, c'est que tout le monde croit aux vertus de la décroissance.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il met la justice sociale et la réduction des inégalités avec. D'accord? Donc si toutes les chances qu'on fasse un consensus social autour du partage absolument égalitaire des ressources arrivent à se faire, on va peut-être pouvoir faire une décroissance, mais si tout le monde est d'accord pour le faire, donc regardez bien les conditions, hein. Toutes les chances, c'est fort comme condition, d'un consensus social, c'est fort comme condition, autour d'un partage absolument égalitaire, c'est vachement fort comme condition. Franchement, pour qu'on arrive à faire une décroissance qui fonctionne, il faut des conditions. Il faudrait en fait, à mon avis, qu'il y ait 7 milliards de Timothée Paris sur Terre. Ou de décroissants vertueux, vous voyez, je prends lui, au fait, je ne lui veux pas de mal, hein, vraiment, c'est génial ce qu'il fait, et qu'on en parle de la décroissance. Hein, c'est vraiment, je châtie bien quelqu'un que j'aime bien, hein, je l'aime plus que tous les autres économistes que j'ai pu lire dans ma carrière, ou à peu près tous. D'accord? Mais voilà, hein, évidemment, si on était tous vertueux, alors évidemment, tout ça, ça pose la question de la démocratie participative, on va décider ensemble de ce qu'on va faire, et puis comme Timothée Paris, qui suppose qu'on est tous de bonne volonté, on va aboutir à une bonne décision. Mais enfin, si vous avez fait un peu de politique ou un peu de copropriété, un peu de voisinage, vous savez que c'est la galère, cette affaire. Si vous donnez 1 hectare de forêt à gérer par des gens, hein, personne ne tombera d'accord. Il y a ceux qui veulent faire un accrobranche, absolument, pour leurs gamins. Il y a ceux qui veulent laisser la nature intacte, parce qu'il ne faut pas toucher à la nature, il faut laisser la biodiversité. Et il y a ceux qui veulent, si on est en décroissance, couper du bois pour chauffer un peu, parce qu'on sera quand même en situation de décroissance. Donc à quel moment on va tomber tous d'accord sur un consensus qui nous permet d'aller vers la décroissance tranquillement, parce que voilà, ça vraiment, on bute là sur un obstacle qui n'est pas rien. Voilà, donc décroissance et justice sociale par démocratie participative. J'ai pris de l'avance sur ma diapo. Est-ce qu'on saura instaurer l'égalité par des processus démocratiques? Je n'en suis pas sûr. Et puis surtout, est-ce qu'on fera ça rapidement? Moi, j'ai été j'ai pas le temps de le dire. Si, j'ai le temps de le dire. J'ai été 1 an enseignant au lycée expérimental de Saint-Nazaire qui était autogéré. Alors on faisait tout nous-mêmes, on gérait tout nous-mêmes, et donc on faisait les cours, les profs, mais on faisait la cuisine aussi à tour de rôle au réfectoire. Il n'y avait pas de cuistot, il n'y avait pas de personnel de cuisine, et on faisait la gestion, etc. On gérait tout. Et c'était quand j'étais nantais, parce que j'étais 8 ans nantais, et herblinois, Saint-Herblain. Et donc à Saint-Nazaire, pendant 1 an, on faisait ça, et je me rappelle qu'il y avait un vieux égalitariste à Nard là-bas qui se réjouissait en disant « On a quand même mis 5 ans pour décider de l'achat d'une cocotte minute. Hein. » Donc voilà, et ça m'a marqué. Pour moi, la démocratie participative, c'est évidemment politiquement génial. Il ne s'agit pas d'arrêter de demander leur avis aux gens, et d'ailleurs, il faudrait peut-être commencer à le faire plus, mais c'est long. Et donc, c'est pas tout à fait sûr qu'on ait le temps de prendre le temps de tous se convaincre qu'il faut décroître et selon un mécanisme qui plairait à tout le monde. Alors, que veut-on vraiment ? Là, j'aimerais vous parler 2 secondes d'une parabole qui a été mise en évidence par Laurent Mermet, dont je vous conseille la conférence qui s'affiche ici. Il commente des conférences d'Aurélien Barraud, pour ceux qui connaissent, et il les commente de façon extrêmement intelligente. Qui peut agir sur qui pour éviter la fin du monde? Et dans cette conférence, Laurent Mermet reprend la parabole du roi Salomon. Vous savez, le roi Salomon, il y avait 2 femmes qui se disputaient la garde d'un bébé, chacune disant que c'était son bébé. Hein, et puis le roi Salomon, il a dit « Ok, il n'y a pas de problème, on va vous partager en fait. Hein, vous voulez tous les 2, donc on va le couper en 2 et puis on va favoriser le partage. » Et là, évidemment, la vraie mère de l'enfant, celle qui était la vraie mère, parce qu'on ne savait pas, s'est dénoncée en disant « Mais non, ne le partagez pas, donnez-le à la dame là en face, mais au moins qu'il reste en vie. » Et cette parabole est très intéressante parce qu'elle montre à quel moment la vie est préférable au partage. Ça, c'est une vraie question. À quel moment on va privilégier la sauvegarde de la vie et du vivant sur le partage?
En fait, ça se fait de temps en temps, mais uniquement dans les cas absolument extrêmes où la vie est totalement menacée. Il y a un autre exemple qui n'est pas cité par Laurent Mermet, mais que je vous donne. C'est dans une petite société, dans un petit village agricole et traditionnel qui vivrait des ressources des moissons précédentes. Au moment de la soudure, vous savez, au printemps, avant d'avoir les nouvelles récoltes, on peut manquer des stocks précédents. Hein. Et dans ces cas-là, on savait que dans les tribus traditionnelles, on avait tendance à rompre avec l'idée du partage égalitaire des ressources, c'est-à-dire que le peu qui restait, on le donnait non pas aux plus fragiles, mais aux plus costauds, parce que c'est d'eux et de leur survie à eux que dépendait la survie de tout le groupe. Hein, c'est-à-dire que les hommes valides récupéraient les quelques ressources qui restaient, et puis les vieux, ben tant pis. Enfin, les enfants d'abord, tant pis, et les vieux encore plus, tant pis, puisque voilà. Et donc à ce moment-là, quand la vie, vraiment, la vie de tout le monde est menacée, dans ce cas-là, on est capable de mettre la vie en priorité sur le partage. Si actuellement, on envisage de mettre le partage en priorité sur la vie, c'est-à-dire sur la décroissance, c'est-à-dire de commencer par partager d'abord, ce que promettent un certain nombre de décroissants. Partageons d'abord, vous allez voir, ça va faire décroître. D'abord, partageons, ça va faire croître. Mais imaginons même que ça marche. Si on arrive à se convaincre que la réduction des inégalités, c'est bon pour la décroissance. C'est une condition de la décroissance. On met en place des slogans disant « la décroissance, ça marche avec les inégalités ». Personne n'a jamais donné le mécanisme qui pourrait permettre que ça marche, mais imaginons, allez, on va se convaincre que la décroissance, ça réduit les inégalités. On fait des slogans comme celui d'Hugo de Chavez, qui est très connu, hein, et qui dit que l'écologie, sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Là, vous réunissez les keynésiens, les marxistes, et tout le monde est content en disant, bien sûr, on va faire de l'égalité tout en décroissant, hein, tout en se préservant le vivant. On va faire les deux. Eh bien, si on fait ça, si on est convaincu que décroissance et réduction des inégalités, ça marche ensemble, eh bien moi je pense qu'il va se passer un truc, c'est qu'on va réussir au moins un truc, c'est à partager avant que tout s'effondre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines personnes, sans forcément se l'avouer, qui se disent foutu pour foutu, partageons. On n'a jamais réussi à le faire pendant 175 ans. Il a fallu des conflits politiques incroyables. Il a fallu un gouvernement provisoire à la libération qui impose la sécu, qui impose la redistribution. Il a fallu des mouvements sociaux dans la rue pour arriver à partager un peu. On a eu un mal fou à partager alors qu'il y avait plein de richesses en croissance à partager. Mais allez, là, tant pis, ça va être dur, ça va être encore plus dur puisque les ressources et les revenus vont décroître. Mais on va partager et au moins, on aura fait ça. C'est-à-dire, on évitera pas l'effondrement en partageant. Si on partage en donnant aux pauvres, on fait de la croissance. On n'évitera pas l'effondrement, mais au moins on s'effondrera avec panache. Voilà. C'est pour ça que, et c'est là-dessus que je voulais mettre en garde, parce qu'il y a beaucoup de récits autour de la décroissance, et en particulier de l'économie de la décroissance. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas à ma disposition de mécanisme économique qui me permettrait de dire que oui, si on partage, oh, c'est merveilleux, ça décroît. Hein, on a partagé, ça décroît, non? On a partagé, ça croît. Si on partage bien, si on nourrit, si on donne tout ce qu'il faut pour bien vivre à 5 milliards de personnes sur notre planète qui ne l'ont pas, je ne vois pas comment on ne pourra pas prélever plus sur les ressources et émettre plus de déchets solides ou gazeux ou de microparticules dans la nature. Je suis désolé de vous le dire, mais et dès que j'ai l'infirmation de ce que j'avance, je vous assure que je reviens vous le dire et vous l'expliquer et vous dire que je m'étais planté le 16 février 2024 quand j'avais dit ça. Voilà. Ah oui, là, ça c'est une formulation de Laurent Mermet. Peut-être que la justice sociale, c'est un attracteur moral sympa pour amener les gens à la décroissance. Finalement, puisque les gens ne veulent pas y aller à la décroissance, moi non plus, je n'ai pas envie qu'on m'annonce que mon revenu va décroître de 5% par an jusqu'en 2050. C'est ça qu'il faudrait faire. Hein. C'est les calculs de Jean Covici, il ne parle pas des revenus, il parle de la consommation d'énergie, mais ça revient au même, puisqu'avec 5% d'énergie en moins jusqu'en 2050, on aura donc 5% de production en moins, et la production, c'est rien d'autre que du revenu. Là-dessus, il faudra attendre dans 2 mois que je sorte mon bouquin sur le PIB pour arriver à le comprendre. Mais je vais l'expliquer très longuement.
longuement. N'empêche, bon ben voilà, si on veut attirer les gens vers la décroissance, parce que c'est pas super sexy, ben vendons-leur la justice sociale avec, et disons que quitte à ce que ce soit douloureux, ben au moins passer par quelque chose de sympathique. Voilà, si on veut arrêter avec la croissance, il faut arrêter avec la productivité. Ce qui fait que la croissance est la croissance, c'est la productivité. C'est celle qui réduit les coûts, c'est celle qui augmente le niveau de vie, et c'est celle qui, par effet rebond, parce que tout est moins cher, ça nous libère du pouvoir d'achat pour nous acheter encore plus de trucs. Et là, on a un cercle rétroaction positive, voilà, qui fait qu'une chose entraîne la même chose et que la productivité entraîne la croissance. Et là, on a économiquement parlant, vous avez bien vu que la croissance, elle se tue elle-même d'un point de vue matériel, mais économiquement, tous les mécanismes sont des mécanismes vertueux d'entraînement, d'auto-entraînement. Ok. Donc, si on veut passer à la décroissance, le seul mécanisme économique que je connais, c'est de faire l'inverse de ça. L'inverse de ça, c'est la recherche, non pas d'efficacité, mais d'inefficacité. Ah ouais, eh ben, et non pas la concurrence, mais la coopération généralisée. Si on veut retourner la croissance en décroissance, il faut faire comme ça. Je suis désolé, je raisonne en économisme, on me donne des mécanismes, et puis je les fais fonctionner. S'ils ne fonctionnent pas dans le bon sens, je les fais fonctionner dans l'autre. Alors du coup, la déproductivité, ça va augmenter les coûts de production, puisque la productivité les réduit, et ça va réduire le niveau de vie. Il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est que comme on fera les choses moins efficacement, pas par des machines, on pourra peut-être faire des produits de meilleure qualité, tant qu'à faire, si on peut au passage. Donc dans cette décroissance-là, moi je vois quand même une bonne nouvelle, on a moins d'objets, mais ce qu'on a, on les garde. Et on n'est pas obligé de tout changer tous les 6 semaines, voire même tous les 3 ans quand il s'agit d'une machine à laver qui normalement devrait durer 30 ans sans aucun problème. Et puis la déproductivité, ça ne baisse pas le temps de travail, et c'est le dernier point de désaccord que j'ai avec Timothée Paris qui dans Ralentir ou périr dit la décroissance on va faire la sieste. Comme attracteur moral c'est génial ça, la décroissance on va faire la sieste. D'accord, mais moi je ne crois pas qu'on va faire la sieste du tout, parce que si certains d'entre vous, et s'il y en a pour qui ce n'est pas le cas, il va falloir vous y mettre, à lire et à suivre Jean-Marc Jancovici, à lire Le Monde sans fin, sa bande dessinée ou à suivre ses conférences, on sait très bien que c'est les machines qui bossent pendant qu'on fait la sieste. Donc si on veut moins prélever de ressources et moins détruire l'environnement et moins émettre de déchets gazeux, il va falloir calmer les machines et il va falloir faire ça avec de l'huile de coude, comme disait ma grand-mère. Et donc on va plus travailler, on ne va pas moins travailler. Mais c'est très bien parce qu'en travaillant plus, on aura moins de temps pour dépenser des conneries. Ben ouais. Et du coup, ça s'appelle un effet débond. C'est exactement l'inverse de l'effet rebond. Ben oui, c'est François Schneider je crois, qui est à l'origine de cette notion. Et vous verrez, si vous me lisez, que ce ne sont pas des effets, c'est mal intitulé ces mécanismes-là. Les effets, normalement, ils peuvent coexister. Et là, quand on est dans l'effet rebond, on y est complètement. Et si on se lance un jour dans l'effet débond, il faudra s'y lancer, excusez-moi, complètement. Voilà, et ça pourrait être quelque chose qui ressemble à la décroissance. J'ai dépassé 2 minutes, j'avais d'autres trucs à dire, mais je ne les dirai pas, sauf si après, si on a un petit peu de temps pour discuter, je voulais terminer là-dessus. Je vous remercie. Alors, capitalisme, on n'a pas choisi. Qui a décidé qu'on entre dans le capitalisme? À quel moment? Vous regardez l'histoire longue, vous lisez Fernand Braudel, tout ça, c'est des trucs, ça évolue sur des siècles et des siècles. On ne joue pas au Monopoly. Il n'y a pas un moment où on a dit, ça y est, la règle, c'est ça, tu touches tant quand tu passes rue de la Paix ou à la banque ou je sais pas quoi, tu tires des cartes chance, et puis si on veut, on change la règle et on sort du capitalisme. Tout ce que je peux dire sur le capitalisme, c'est qu'il repose sur des ressorts, effectivement, et puis il faut les prendre un par un, ces ressorts. Il y a la propriété, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a le travail salarié, le travail pour autrui, c'est quelque chose qui est dans le capitalisme, qui est consubstantiel au capitalisme, mais il y a le taux d'intérêt dont je parlais. Le taux d'intérêt, il faut y réfléchir, à quelle raison il a d'être, etc. Toutes ces choses-là qui, au fil des siècles, mais vraiment des siècles, se sont agglomérées et se sont construites,
on construit un système productif qu'on appelle capitaliste, mais je ne crois pas qu'on ait choisi à aucun moment qui que ce soit une société dire allez génial, on va entrer dans le capitalisme. Voilà, donc je ne pense pas du coup qu'on en sortira par une décision, un référendum, et à partir de maintenant c'est terminé, en France on sort du capitalisme. Donc je pense que ce qui a permis au capitalisme de prospérer, je vous l'ai dit en première partie, va se détruire, et donc va sans doute détruire le capitalisme en même temps. Voilà, et que ça va se faire. Moi, je suis plutôt de l'école qui pense que voilà, les conditions d'émergence du capitalisme, même si Benoît l'a très bien dit, il se nourrit très bien de sa contestation et de ses problèmes, mais il y a un moment, quand il n'y a plus d'énergie dans le moteur, il n'y a plus d'énergie dans le moteur, et je crois que le capitalisme, il a besoin de cette énergie-là pour être ce qu'il est. Donc moi, je crois plutôt à une extinction lente, et voilà, du capitalisme. Le PIB, les autres indicateurs du PIB, je vais vous faire très court. Hein. Dans 2-3 mois sort un bouquin, mon nouvel essai qui s'appellera Le PIB ou la mesure de notre démesure. Et curieusement, dans ce bouquin, je vais défendre le maintien du PIB comme indicateur. Pourquoi ? Parce qu'il est le meilleur indicateur de ce qu'il ne faut pas faire. Et je ne vois pas pourquoi on se débarrasserait du meilleur indicateur de ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas le garder et décider qu'on fait décroître. Si vraiment on veut décroître, il faut faire décroître le PIB. Si le but c'est de se jeter dans un autre indicateur pour en faire croître, c'est sympa, mais enfin, c'est quoi? On va quitter une croissance pour une autre et puis on va fermer les yeux sur le fait que cet indicateur, moi j'ai eu droit à 2 réponses quand même assez, que je trouve assez, je les ai notées quelque part sur mon téléphone, je n'ai pas le temps de les chercher. J'ai interpellé Timothée Paris justement à l'univers shifté. Au passage, qui connaît Timothée Paris, qui a entendu parler de lui? J'aimerais savoir à qui je parle. Et oui, ben j'ai fait comme si tout le monde connaissait très très bien. Hein, d'accord, c'est beaucoup moins de gens que ça. Hein. C'est un des meilleurs vendeurs de son livre Ralentir ou périr. J'aurais bien fait sa pub. Achetez-le, lisez-le, étudiez-le. Hein. Il est très pédagogue, il est très agréable à lire, il est très stimulant. Donc il faut le lire. Il est sans doute actuellement le jeune chercheur en pointe sur la logique de la décroissance. Donc si cette problématique vous intéresse, il faut aller le lire. Effectivement, je pense que c'est nécessaire. Et donc pourquoi je parlais de lui? Oui, je l'ai interpellé à l'univers shifté, qui est l'université d'été des shifters. Les shifters, ce sont les gens, c'est l'émanation, l'association qui émane du Shift Project, qui est le think tank qui émane lui-même des activités sur la décarbonation de Jean Covici, qui s'appelle Carbone 4. Levez le doigt, ceux qui connaissent Jean Covici. Ok, on est d'accord, donc là ça va, ça c'est plus cohérent, donc tout le monde, ou presque. Voilà, donc les shifters, c'est des gens qui essaient de faire la promotion de tout ce qui se passe autour de la décarbonation dans les structures pilotées et copilotées, cofondateurs par Jean-Marc Jancovici. Et donc ils avaient fait une université d'été à Nantes en juin dernier, et j'y étais dans le public, et Timothée Paris qui était sur la scène, et je l'ai interpellé pour lui dire, mais la décroissance, c'est combien de PIB en moins? Pourquoi? Parce qu'il avait commencé son intervention en disant, il y a plein d'économistes qui me posaient la question, la décroissance, c'est combien de PIB en moins, et ça ne m'intéresse pas. Alors moi j'ai pris la parole, et qu'il a terminé, je lui ai dit, la décroissance, c'est combien de PIB en moins? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache comment on va faire décroître ce PIB, puisque c'est sa croissance qui détruit le monde. Donc pourquoi voulez-vous vous priver d'un indicateur qui est le meilleur indicateur de la destruction du monde pour en trouver un autre qui sera un indicateur sympa, d'un indicateur du bonheur, de tout ce que vous voulez, mais moi d'accord, mais à la limite, je n'ai pas besoin qu'on me donne un indicateur pour savoir si je suis heureux. En revanche, si, pour la destruction du monde, je veux bien qu'on me donne un point de mire à suivre, et si on décidait, et moi je vote pour, hein, qu'on baisse la distribution des revenus de 5% par an, de façon égalitaire ou inégalitaire, il faudra choisir, mais je veux bien qu'on suive, puisque je sais que l'économie des ressources se fera là-dessus. Bon, je ne fais pas plus long là-dessus, mais... je ne fais pas plus long, mais quand je vois marqué autre indicateur, il y a toute une école française de la recherche des autres indicateurs de la croissance qui existe, qui est menée par Dominique Méda. Ça dit quelque chose à certaines personnes dans cette salle, levez le doigt aussi que j'ai, Dominique Méda, un petit peu Jean Gadret, hein, tous les penseurs des indicateurs alternatifs. Et Dominique Méda a fait un article terrible sur tout le combat qu'elle a mené sur les nouveaux indicateurs de richesse, parce qu'il s'est passé un truc,
c'est que les institutions onusiennes et autres et puis suite notamment à un cercle de discussion qui avait été mené par Nicolas Sarkozy, enfin qui avait été initié par Sarkozy et mené par trois grands économistes, Jean-Paul Fitoussi, Amartya Sen et Stiglitz, dont je parlais tout à l'heure, et ils ont fait tout un rapport sur les indicateurs alternatifs, et finalement, on s'est mis à créer d'autres indicateurs que l'indicateur de richesse. Et on appelait ça les formes de capital, capital environnemental, capital humain, etc. Et en fait, derrière, il y a toute une théorie économique, la théorie de la croissance endogène, qui dit que si on veut plus de croissance, il faut augmenter toutes les formes de capital. C'est-à-dire qu'on est en train de se mettre à mesurer le monde autrement qu'avec des revenus, mais en fait, on le fait uniquement pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire augmenter de plus qui sauvera la croissance. Donc, bon, je ne peux pas faire plus loin là-dessus, parce que sinon, je vous ai dit, je vais bouffer la nuit pour ça. Mais les autres indicateurs se sont fait dépasser par la droite, par ces nouveaux indicateurs, c'est-à-dire les formes de capital, qui ont été imposés par un courant économique et qui est en train de devenir des indicateurs alternatifs au PIB, mais en réalité qui ne cherchent pas la décroissance. Voilà. Et alors justement, la démographie, la question c'est qu'est-ce qu'on cherche là-dessus avec la démographie. Alors je suis ce qu'on appelle un néo-malthusien, je m'en prends plein la figure pour ça quand je le dis en public. L'autre jour, il y a un gars à la cantine qui m'a dit mais c'est pas possible qu'il y ait encore un prof d'éco qui soit malthusien, et ça existe encore. Et oui, mais parce qu'il y a une grande bataille, il faut revenir dans l'histoire des idées, il y a un combat entre Marx et Malthus. Voilà, il faut faire l'histoire des idées économiques pour le comprendre, parce que quand Malthus a dit qu'il y a des lois naturelles qui font que les ressources ne permettront pas de nourrir de façon abondante une population en croissance géométrique, la croissance géométrique c'est celle que je vous ai montrée au début, Marx a dit mais si, il suffit de le décider, parce que l'idée de Marx c'est que ce sont les hommes qui font l'histoire. Ce que je vous disais, à mon avis, le capitalisme, personne n'a décidé. Un marxiste vous dirait bien sûr que non. Il y a des forces puissantes qui agissent et contre lesquelles Benoît agit, il a bien raison, elles existent, c'est vrai. Mais dire que c'est elles qui ont créé le truc et que c'est elles qui mènent le monde, voilà, en tout cas, c'est elles qui maintiennent le monde à leur avantage et tel qu'il est. Mais voilà, il y a un combat entre les marxistes et les malthusiens, et les marxistes refusent qu'on dise qu'il y a des lois physiques qui sont des lois limitatives et que si la société décide, elle peut mettre en place un monde meilleur avec des lendemains qui chantent. C'était ça un peu le projet marxiste. Et je ne suis pas convaincu. Alors, je ne suis pas dans la vieille critique disant on a bien vu ce que ça a donné quand ils ont essayé, les soviétiques, de faire du marxisme. C'était pas du. Voilà. On pourrait vraiment faire un marxisme généreux, intelligent, un communisme. Là-dessus, j'ai pas de souci. Mais je ne suis pas sûr que les hommes décident toutes des lois qui nous gouvernent. Et en particulier, cette loi sur la prédation sur les ressources, c'est une loi physique. C'est là-dessus que Jean Covici a été quand même très très important, et c'est pour ça que les économistes le détestent, et que des marxistes le détestent, parce que j'ai entendu de marxistes anti-jean-coviciens, parce que non, c'est pas la physique qui gouverne le monde, c'est pas les lois physiques, c'est les lois des hommes. Il suffira qu'on en trouve des bonnes, et vous allez voir, ça va se passer, et comment ça va se passer, on va y arriver. Voilà, je n'ai pas cet optimisme-là, et pour la démographie, je pense qu'effectivement, l'humanité n'a pas entendu Malthus, en particulier parce qu'il y avait, entre les forces du capitalisme qui voulaient que ça croisse tout le temps et surtout pas annoncer qu'il y avait des limites possibles, parce que Malthus était très pessimiste, il était dans le courant de ce qu'on appelait l'économie stationnaire, il pensait que rapidement on allait buter sur les limites en termes de ressources et que l'économie arrêterait de croître. Et il y a un autre économiste qui s'appelle John Stuart Mill qui pensait ça au 19e siècle comme lui, qui était lui pour le coup un vrai écolo. Le problème de Malthus, c'est qu'il n'était pas écolo, qu'il n'était pas marrant du tout. C'est un pasteur très désagréable, mais qui était beaucoup plus généreux envers les pauvres que ce qu'on raconte à travers son traité sur la population, là, puisqu'en réalité il était économiste du bien-être et il était le premier à réfléchir sur la croissance et comment la croissance pourrait profiter aux plus pauvres. En tout cas, maintenant, de toute façon, la démographie, il n'y a plus rien à faire, le coup est parti. Oui, je termine sur un truc. En 1967, il y a un gars qui s'appelle Paul Ehrlich, un biologiste,
qui fait un bouquin qui s'appelle La bombe P, la bombe population, en disant ça va exploser. À l'époque, on était je sais pas combien, 4 milliards, un truc comme ça. Et il dit on va être 7 milliards en l'an 2000, oui c'est ça, c'est à peu près ce qu'on a été. Et tout le monde a dit mais oui, ben alors on va y arriver puisqu'on a de la croissance et qu'on va pouvoir. Donc si vous voulez pas que la croissance, que la population augmente, c'est que vous aimez pas les pauvres, qui font plus d'enfants que les riches. Paul Ehrlich en 67 dans son bouquin disait on est trop nombreux sur la planète, on est déjà trop nombreux, et il disait on est surtout trop nombreux dans les pays riches. C'est ce qu'il disait. On a voulu pareil en faire un malthusien qui craignait que les pauvres se reproduisent et se multiplient, mais il disait, et actuellement, on est 5 fois trop nombreux en France. Il faut le dire clairement, du point de vue des capacités planétaires, puisqu'il faudrait consommer 2 tonnes en moyenne par habitant, et qu'on en consomme en moyenne 10 tonnes. Donc on est 5 fois trop nombreux dans notre pays. C'est tout. C'est comme ça que ça doit être pensé. Donc effectivement, ce n'est pas un problème des pauvres qui se reproduisent. Les pauvres qui se reproduisent et qui ne consomment rien, effectivement, pour l'instant, on n'abîme pas la planète, mais ils ont légitimement qu'une envie, c'est d'atteindre le niveau de vie au moins minimal qu'on a chez nous et qui est supérieur au niveau de vie de ceux qui vivent très moyennement dans les pays pauvres. Donc là, c'est un vrai souci. Là. Ouais. Mais oui, c'est les riches qui sont trop nombreux, puis ceux qui détruisent le truc. Il y a un récit construit autour de l'héritage qui ressemble au petit poussé qui perd ses parents quand il est petit, et les pauvres enfants qui n'ont pas d'héritage quand ils sont tout petits, et tout ça. Mais attendez, ma maman, elle a 85 ans, je vous l'ai dit, elle mourra dans 15 ou 20 ou 15 ans, j'ai prévu qu'elle soit centenaire, d'accord? Donc j'aurai passé les 70 ans. C'est qui l'enfant que je serai, qui va hériter, de quoi j'aurai besoin, moi, en tant qu'enfant, qui perdra ma vieille maman, parce que mon père, en décédant, lui a tout transmis, hein, c'est normal, dans les contrats de mariage, donc elle a récupéré ce qui nous ira à nous, mais j'en aurais pas besoin, hein, passer 70 ans. Je veux dire, tout est fait, toutes les inégalités sont faites ou défaites au moment où on hérite, au moment où ça tombe dans nos sociétés, on n'en a plus besoin, si ce n'est pour entretenir encore ces inégalités. Mais c'est tellement affectif l'idée de priver un enfant de l'héritage de ses parents. Voilà, vous dites ces quelques mots-là et vous arrachez les larmes aux gens et ils vous disent mais non, on ne peut pas priver un enfant. Mais on voit vraiment la petite fille aux allumettes, vous voyez, les orphelins classiques hein, qui sont sans rien dans la rue, etc. La plupart des gens qui héritent dans notre pays, en France, non. Enfin, voilà, c'est très bien. Moi, quand je vais récupérer le patrimoine familial, enfin un quart, puisqu'on est 4, du patrimoine familial, ça me fera plaisir, mais ça ira directement aux enfants et aux petits-enfants, puisque pour ma part, ça ne sera plus nécessaire. Mais là, il y a un récit autour de l'héritage qui est tellement difficile à déconstruire que je comprends bien votre problème. J'ai le même, y compris au sein de ma propre famille. On lutte contre très très fort. 2 choses. D'abord, contre l'idée que les économistes ont imposé selon laquelle la valeur de chacun dépend de sa productivité. Ça, alors j'en ai écrit des pages et des pages. C'est un bobard complet. D'abord parce qu'on ne sait pas mesurer la productivité individuelle, donc de toute façon c'est pas la peine, hein, et les revenus des uns et des autres dépendent de la capacité du groupe dans lequel on est à imposer et à décider du montant de nos revenus, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Moi je suis prof, hein, et les profs on est un peu moins en odeur de sainteté auprès de l'opinion publique, et donc nos revenus sont moins élevés en pouvoir d'achat qu'ils l'étaient il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Voilà, mais c'est pas notre productivité qui détermine nos revenus à aucun moment, ça l'a été de toute façon, voilà. Et ça c'est hyper humiliant pour quelqu'un qui est mal payé, de se dire c'est parce que je suis pas assez productif, c'est parce que je suis pas assez compétent, c'est un mensonge abominable, destructeur. Dans Merci les pauvres, qui est mon premier essai, je dis que je compare les pauvres aux handicapés, à des gens qu'est-ce que nous dit ce système qui dit que chacun vaut sa productivité, hein, que c'est ce que vous valez, c'est votre montant de productivité. Quand vous avez des gens, ils sont super nombreux, qui de toute façon n'ont pas les capacités, les compétences d'être ultra productifs dans un monde qui leur demande de l'être. Donc quel message on envoie à ces gens-là, de dire tu vois, tu gagnes rien, tu vaux rien, tu auras droit à une aumône parce que tu n'as pas de valeur. Et en plus de ça, le deuxième truc contre lequel on lutte, c'est que le marché propose aux consommateurs des éléments de valorisation
qui sont hyper efficaces. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les récompenses, maintenant vous en avez peut-être entendu parler, avec le striatum, le cerveau, etc. C'est des récompenses immédiates qui nous donnent l'impression qu'on a une valeur extraordinaire. Et quand on scrolle sur nos écrans, on a une excitation immédiate qui est très très courte et qui nous donne l'impression qu'on est heureux, mais c'est pas du tout, vous avez raison, de l'estime de soi, c'est pas de la confiance en soi, c'est pas de la valeur qu'on a, c'est rien. C'est un truc qui est totalement, c'est une addiction, c'est un simulacre de bonheur et de confiance en soi. La vraie confiance en soi, si vous suivez un peu Boris Cyrulnik, par exemple, il en parle dans des magnifiques conférences, la confiance en soi, elle vient de l'amour qu'on reçoit dans son entourage et qui fait que là, quand on a cette confiance en soi, on arrive à avancer, on arrive à se battre contre les institutions. Je dis ça parce que un de mes derniers cours en amphi, une élève, elle était déprimée après ce que je lui ai raconté. Là, elle m'a dit, monsieur, je ne vais pas dormir la nuit. Est-ce que vous nous racontez, c'est déprimant, comment je peux faire Je lui dis, j'ai pu terminer que sur une phrase que Walt Disney aurait pu dire à ma place, c'est l'amour sauvera le monde. En fait, si on arrive à être, comme il l'a dit, Benoît, assez fort ensemble, à trouver un collectif dans lequel on se soutient, on s'aime et on se donne nous-mêmes notre valeur, et sans demander au marché de nous donner des récompenses ou de nous attribuer une valeur productive, alors à ce moment-là, je crois effectivement qu'on pourra survivre. C'est tout. Eh bien, terminer par l'amour, c'est une belle conclusion. Merci Jean.